Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Bientôt une loi d'orientation pour la gestion du pétrole et du gaz. L'annonce a été faite par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, présidé un colloque sur les enjeux de l'exploitation pétrolière en Afrique organisé par l'ITIE. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass sera inauguré le 7 décembre prochain. C'est l'une des législatives. Les partis et coalitions ont jusqu'au 30 mai pour passer devant les commissions. L'une de nos équipes y a fait un tour. Et puis on a invité dans ce journal Thierno Birahim Aw, le directeur général du CETUD en charge du projet Bus Rapide de Transit. Il vient nous parler de ce projet qui va donner un nouvel élan à la mobilité dans la capitale. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Aw, que nous retrouverons donc en cours de journal. Mais d'abord, ce communiqué sur la journée du dialogue national. Le 28 mai a été consacré journée du dialogue national par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. La première édition tenue il y a un an a regroupé les forces vives de la nation dans leur diversité, les familles religieuses, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les organisations socio-professionnelles, les mouvements sportifs et culturels. Les jeunes et les femmes ont massivement répondu à l'appel du chef de l'État dans un climat d'ouverture et de convivialité. Les représentants des différents acteurs ont tour à tour pris la parole durant plus de 9 heures d'horloge, s'exprimant librement sur leurs préoccupations. La deuxième édition devait avoir lieu ce 28 mai 2017 du fait d'une coïncidence de plusieurs agendas, notamment le début du Ramadan, les élections de représentativité des centrales syndicales et la préparation des élections législatives. Le chef de l'État a décidé du report de la cérémonie officielle du dialogue national. Le chef de l'État invite l'ensemble des acteurs à mettre à profit ce report pour préparer au mieux ce moment important dans la vie de la nation qui ponctue son unité fondamentale dans la diversité de ses composantes. Le président de la République réaffirme sa disponibilité à l'endroit de toutes les forces vives de notre pays et exhorte tous les Sénégalais à conforter et consolider les fondements de l'unité de notre nation et de notre peuple dans notre effort quotidien pour le bien-être, la paix et la liberté. Signé donc du service de communication de la présidence de la République. Une loi d'orientation pour la transparence dans la gestion des dossiers du pétrole et du gaz sera bientôt adoptée. L'annonce est faite par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il présidait l'ouverture du colloque sur les enjeux de l'exploitation pétrolière en Afrique, un colloque organisé par l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Rougiatouba. Les découvertes de gisements de pétrole et de gaz ouvrent une nouvelle ère économique au Sénégal. Elles entraînent des mutations qui exigent une démarche de transparence. Quand on dit transparence, c'est la transparence dans toute la chaîne de production du pétrole et du gaz. Et quand on dit toute la chaîne, ça va des conditions dans lesquelles les permis et les licences sont attribués aux opérateurs. Ça va aussi sur combien ça rapporte au trésor public, quels sont les paiements qui ont été effectués au profit de l'État, quelle est la part de l'État dans le partage de la rente pétrolière. La transparence est adoptée par le gouvernement qui va élaborer une loi d'orientation après la création du comité d'orientation stratégique. Le COS-Pétrogaz traduit ainsi la volonté du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable des ressources pétrolières et gazières, mais également leur répartition équitable entre les générations actuelles et les générations futures. Ce dernier aspect de répartition des revenus tirés de l'exploitation des hydrocarbures sera l'objet, très bientôt, d'une loi d'orientation. La négociation de contrats pétroliers et gaziers reste une problématique à cause de l'asymétrie d'expertise. Les multinationales qui viennent chez nous, souvent, sont bien accompagnées par les meilleurs experts de l'économie minière et pétrolière et que souvent, il n'y a pas les capacités équivalentes dans nos pays. Aussi, ayant constaté qu'il manque à la plupart des pays africains des ressources humaines qualifiées pour mener les négociations des contrats complexes de l'industrie extractive, son Excellence le Président de la République, Président Macky Sall, dans le cadre du NEPAD, a déjà invité les pays du G7 à veiller à traduire dans ces contrats un équilibre entre les intérêts de l'investisseur, des populations locales et de l'État.
La négociation et la rédaction des contrats pétroliers et gaziers constituent une des questions auxquelles l'ITIE va trouver des réponses. De ces réflexions émaneront des recommandations qui seront remises au gouvernement. L'Afrique est-elle prête pour investir dans une industrie verte? Une table ronde de haut niveau est organisée pour répondre à cette question. Elle est coordonnée par l'IDEP, c'est l'Institut africain de développement économique et de la planification, avec la collaboration de l'ONUDI et du ministère des Mines, Fanta Badji. La production et le développement industriel qui ne se font pas au détriment de la santé des systèmes naturels ou de la santé humaine. C'est la définition donnée au concept industrie verte. La notion est de plus en plus vulgarisée pour amener les pays à s'aligner aux exigences internationales et régionales de développement durable. Il s'agit ici de voir si l'Afrique peut justement investir dans ce domaine. Le développement de l'économie verte, appuyé par une industrie verte, est une nouvelle chance pour notre continent afin d'atteindre des objectifs de développement beaucoup plus ambitieux que ceux précédemment identifiés, de réussir le pari de l'émergence que beaucoup se sont fixés, à l'instar du PSE dans notre pays hôte. Les performances économiques et industrielles du continent, les perspectives de développement durable, les besoins pour préparer l'Afrique à ces transformations seront d'abord étudiés. Ceci permettra de savoir comment les États doivent faire pour investir dans une industrie verte tout en garantissant leur compétitivité. La nécessité de développer des modes de production écologiquement durable devient de plus en plus évidente. Ceci est particulièrement vrai dans les pays en voie de développement et principalement en Afrique, qui ont ici l'occasion unique d'éviter de reproduire les mêmes écueils environnementaux que le reste du monde lors de son développement industriel. Le Sénégal, pour sa part, dispose d'atouts considérables pour développer cette industrie verte. Des parcs industriels, des zones économiques spéciales, des agropoles et le hub minier sont entre autres projets qui créent les conditions d'émergence d'une industrialisation durable. Le Sénégal, en adoptant l'approche dite de développement industriel inclusif et durable de l'ONUDI, reste ainsi en parfaite harmonie avec les objectifs de l'ODD durable, l'objectif de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030, désormais nouveau référentiel du développement du monde. Le Sénégal et l'Éthiopie sont les pays pilotes identifiés pour opérationnaliser le développement industriel durable en Afrique. L'IDEP, initiateur de cette table ronde, compte traduire les recommandations en actions réalisables. Le village de Medina Bessi dans la commune de Bamba-Tchalen dispose d'une centrale solaire de 15 km. Il permet, cet ouvrage donc, de connecter le village à ce département de Koupentouma à l'électricité. C'est une réalisation du programme d'urgence de développement communautaire pour un investissement de 90 millions de francs CFA. Pape Bonadiao. Ce matin-là, le village de Medina Bessi s'est réveillé avec le sourire. Il y a de quoi être heureux. Le village entre aujourd'hui dans l'ère de l'électricité grâce à cette centrale solaire d'une puissance de 15 kW. Elle est implantée au cœur des concessions. C'est la plus petite centrale des centrales qu'on va faire au niveau du Sénégal, parce qu'on a d'autres centrales de 30 kW crête et de 50 kW crête. Donc ces puissances sont déterminées par la taille du village, la charge, la demande au niveau du village. Donc c'est dimensionné en conséquence. Donc on a une centrale, comme je l'ai dit, de 15 kW crête avec un groupe électrogène de secours de 50 kVA, donc qui doit nous permettre d'alimenter un réseau basse tension au niveau du village pour alimenter tous les ménages. Créée en 1953, Medina Bessi vivait jusque-là dans la modestie et l'anonymat total. Grâce à l'électricité apportée par le PUDC, le village a désormais sa place au soleil. Pour avoir de glace, ça pourra être difficile. Nous partons jusqu'au Koupentoum pour acheter des glaces, un paire de glace, 600 francs. C'est énorme. Mais aujourd'hui, notre village, nous sommes très fiers et très contents de cette énergie que vous, les gens, ont installée ici. Le chef du village, l'imam, les femmes, les autorités locales, un discours unanime, des remerciements et de la gratitude. C'est un jour de joie. Nous sommes très contents. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous sommes bien placés pour dire que les choses avancent dans ce pays
Les efforts du président Macky Sall pour l'amélioration de nos conditions de vie sont considérables. Nous en rendons grâce à Dieu et lui disons merci. Abondance de biens ne nuit pas. Les techniciens du programme d'urgence de développement communautaire vont également s'occuper des installations intérieures pour les ménages. L'électrification du village de Médina Bessi est en fait une promesse du chef de l'État, le président Macky Sall, qui y avait fait un passage il y a de cela quelques années. Ceci leur permettra d'avoir accès à d'autres opportunités. Parce que quand vous amenez l'électricité dans un village, vous permettez l'essor de nouveaux métiers. Et les jeunes, les femmes pourront désormais s'adonner à des activités génératrices de revenus. Donc voilà ce que apporte l'électricité dans ces zones-là. À l'image de Médina Bessi, 102 autres villages du pays seront électrifiés au solaire par le programme d'urgence de développement communautaire. Dans ces localités, l'accès à l'électricité permettra de développer plusieurs activités socio-économiques. Ainsi donc, l'enthousiasme et la joie des populations se justifient. Je vous le disais dans les titres, c'est l'un des plus vastes aéroports de la sous-région. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass est implanté sur une superficie de 4500 hectares, dont 2000 utilisés pour la première phase. L'infrastructure répond aux normes internationales et disposera bientôt du seul centre de maintenance des avions de la sous-région. Le nouveau bijou sera inauguré le 7 décembre prochain. Il est présenté par Maman Moussagna. Sur la piste, des véhicules jouent au rallye, comme pour inaugurer la piste de l'aéroport. Une large piste qui témoigne de l'ampleur de la réserve foncière occupée par l'aéroport. 4500 hectares, à partir desquels donc 2500 hectares ont été aménagés dans un premier lieu pour construire donc un aéroport qui permettrait à son ouverture déjà de traiter jusqu'à 3 millions de passagers par an. Ici, les principaux sites sont distants, quelquefois l'un de l'autre de plusieurs kilomètres. D'abord, ces hangars qui n'ont rien à envier à ceux des aéroports de l'étranger. Il y a une gestion d'un cargo-village qu'on a mis annexé à ce terminal fret. Et ce cargo-village se trouve dans une zone économique spéciale que l'État du Sénégal a décidé d'intégrer à l'aéroport pour permettre à tous les opérateurs économiques, tous les transitaires de venir s'installer à côté de l'aéroport. Ensuite, il y a cette salle de maintenance qui désormais va épargner aux gros avions leurs nombreux déplacements vers l'Europe. Ce centre de maintenance verra le jour ici à l'aéroport de Diass, capable de traiter même les plus grands avions aujourd'hui. La IBD, une infrastructure moderne qui bénéficie d'un système de sécurité original. On a des équipements de navigation aérienne les plus performants de la zone ASECNA. On a une précision d'atterrissage de niveau catégorie ILS 2 qui n'existe pas dans la zone ASECNA. Et aujourd'hui donc, avec l'ASECNA, on est en train d'essayer pour la première fois pour eux d'élaborer des procédures d'atterrissage catégorie 2 de précision. Ici, quand le président de la République ou un hôte de marque débarque, le service de l'exploitation se déroule normalement. Un grand bâtiment réservé au protocole présidentiel et un autre bâtiment réservé aux accompagnants. Ces deux bâtiments sont interconnectés. Au niveau du bâtiment, du grand bâtiment du pavillon présidentiel, vous avez la zone de speech, où au milieu vous avez un salon confortablement aménagé, où il pourrait recevoir ses hôtes. Après donc ce salon, vous avez les locaux typiquement privés. Les pèlerins ont également des locaux dédiés. Avec leurs accompagnants, ils sont à l'abri des intempéries. Ils disposent d'un hall et de lieux de prière aménagés. Au départ et à l'arrivée, c'est ce hall principal qui est ouvert aux passagers, ouvert au monde. Je vous le disais dans les titres également, l'invité de ce 20h est Thierno Birahim Aw, le directeur général du CETUD. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Aw, donc directeur général du CETUD, le CETUD qui est donc l'organe chargé d'organiser le transport urbain ici à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle global dans l'organisation de ce transport urbain? Absolument. Merci pour votre invitation. Le CETUD est un établissement public à caractère professionnel qui est chargé maintenant, depuis 1997, de mettre en œuvre la politique sectorielle de l'État en matière de transport public.
Donc, plus spécifiquement, nous avons comme mission l'organisation et la régulation des transports. Ça passe évidemment par des missions de planification et de mise en œuvre de projets qui s'intéressent spécifiquement à l'amélioration des conditions d'exploitation des transports publics, dans l'espoir que ça se répercute dans les conditions de déplacement des usagers. C'est notre mission principale à Dakar. Ensuite, il faut rappeler que depuis 2015, sous l'impulsion de son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall, nous avons étendu un de nos actions majeures, le renouvellement du parc et la modernisation des transports urbains dans 10 villes avec l'extension du programme dans les capitales régionales. C'est dans ce sens qu'on œuvre depuis quelques années et ce programme de renouvellement est accéléré, ce qui a permis de mettre en service depuis 2015 450 bus au bonheur des populations des capitales régionales. Alors, vous lancez, si je puis me permettre, une nouvelle phase avec le projet Bus Rapide Transit. Alors, présentez-nous d'abord ce projet. Alors, il faudrait se réjouir d'abord, avant de passer à la présentation du projet, de la nouvelle toute récente qui vient de tomber parce que la Banque mondiale a validé hier un financement de 184 milliards de francs CFA qui prennent la quasi-totalité du financement nécessaire pour mener le volet infrastructure et système de ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est un BRT? Donc, il s'agit d'un mode de transport capacitaire. Ici, c'est un mode par bus, donc routier, qui offre quasiment la qualité de service d'un tramway. Nous réalisons cette phase pilote avec différents bailleurs, la Banque mondiale, la BEI, Banque européenne d'investissement, et la GCF, qui amèneront à partir de juillet un financement complémentaire de 60 millions de dollars, environ 36 milliards chacun pour moitié. Il s'agit pour nous d'améliorer les conditions de mobilité urbaine. Vous connaissez la congestion de Dakar entre la préfecture de Guédiawaye et Petersen. Donc, consolider l'agglomération par un transport de masse et améliorer l'accessibilité en aménageant les routes traversées, 15 communes, par une voie exclusivement dédiée au BRT, les 2 autres voies par sens étant banalisées et dédiées aux voitures particulières. C'est des voies spéciales ou bien c'est l'existant? Alors, nous sommes sur des voies spéciales complètement aménagées. Le BRT a au moins 3 caractéristiques qui font sa performance. C'est l'exclusivité de la voie qui garantit les temps de parcours et qui donc offre une performance d'exploitation. C'est la modernité des systèmes d'exploitation qui y sont liés, qui offrent un transport intelligent avec la possibilité pour les usagers de planifier leur départ, leur arrivée en ayant l'information voyageur au niveau des stations. Ça se caractérise aussi par le design des bus, je disais tout à l'heure proche d'un tramway, avec un niveau de confort, de sécurité et de régularité, tout en maintenant, nous y tenions, en maintenant quasiment le tarif que nous avons actuellement entre Guédiawaye et Petersen, la gare de Petersen, sur 19 km, en divisant les temps de parcours par 2, nous passons de 95 minutes à 45 minutes. Ça explique le BRT. Ce sera donc quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Alors, il s'agit pour nous de révolutionner complètement le visage des transports publics dakarois. C'est une réussite parce que ce projet a été mené dans des temps parfaitement maîtrisé, avec des contraintes fortes, puisque la Banque mondiale l'avait classé A. C'est le plus haut niveau de contraintes sur les diligences à mener pour la validation des projets et de ces documents de sauvegarde. Ce projet a connu un succès retentissant, je pense, parce qu'il y a eu un portage fort par nos autorités politiques, en commençant par son Excellence le chef de l'État Macky Sall, Monsieur le ministre des Transports, qui nous ont aidés
à diligenter en classant ce projet majeur des transports publics PSE. Ce projet a un succès parce que ça connaît aussi une deuxième caractéristique, c'est l'engagement du Sénégal, avec ce seul projet de transport, de contribuer à l'objectif de la COP21 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, projet majeur, financement de la Banque mondiale avec un mécanisme nouveau pour la première fois, ce qu'on appelle le Scale-up Facility. 2 autres bailleurs qui viendront compléter le financement en juillet et l'Agence française de développement vient de terminer une mission initiale d'identification du projet pour ensuite se concentrer sur l'ensemble du rabattement qui fera qu'on aura un réseau de transport public complètement restructuré qui offrira la qualité de service qu'attendent les usagers entre le BRT et le TER en veillant pour nous, l'autorité organisatrice des transports, sur l'intégration modale et tarifaire. Pour l'usager, ce qu'on souhaite, c'est donner une qualité de service, du confort, de la régularité avec un tarif unique en veillant à l'acceptabilité sociale de ces tarifs. Il y a une autre innovation majeure qu'il faut saluer dans le mécanisme de financement. Nous avons tenu, en associant un véhicule de l'État, un véhicule que le chef de l'État a mis en place, le Fonds 6, à faire un portage dans la société de capital de la participation de nos opérateurs locaux. Donc nous intégrons le privé sénégalais qui peut participer jusqu'à un maximum de 30% dans la société de capital du BRT, l'AFTU, mais aussi Dakar Demdik. Et je disais tout à l'heure, nous sommes en train de poursuivre le travail avec AFD pour les financements qui feront les infrastructures et les services de bus prioritaires du rabattement. Ces services de bus de rabattement seront exclusivement dédiés à nos opérateurs locaux. C'est ce qui a fait leur adhésion complète au projet. Les populations aussi, parce que nous avons tenu à ce que les concertations soient inclusives, des parlementaires jusqu'aux résidents qui seront impactés. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt de multimodalité du projet avec le TER. Alors, quel sera le lien entre BRT et TER? Alors, vous m'offrez l'occasion de rappeler que ces 2 projets sont inscrits dans le plan de développement des transports urbains de Dakar, ce qu'on appelle la LPDU, la lettre de politique de déplacement urbain, qui définit la stratégie de consolidation de l'urbanisation, mais aussi des transports entre 2015 et 2020. Ces 2 projets ont la particularité d'être inscrits PSE et donc sont prioritaires pour désengorger complètement la région capitale. Donc, quel est le lien entre le BRT et le TER? Il s'agit de 2 transports de masse qui ne sont pas en concurrence. Avec le TER, on transportera 115 000 voyageurs jour à l'horizon 2019. On suit particulièrement ce projet au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, sous la houlette de M. le ministre Mansour Eliman Khan. C'est une dorsale qui va permettre de faciliter les déplacements entre le centre-ville et la zone Est, la banlieue Est surtout, en ayant un rôle d'accompagnement de l'urbanisation autour de Diamniadio, et vous en parlez tout à l'heure de desserte du futur aéroport. Pour le BRT, nous avons un projet de transport de masse complémentaire, 300 000 voyageurs entre le centre-ville et Diamniadio, et c'est toute la banlieue de Guédiawaye qui va être complètement reconfigurée avec un aménagement urbain de façade à façade, des temps de parcours réduits de moitié, et ceci en offrant l'interconnexion avec un réseau de rabattement qu'on va redéfinir et une intermodalité qu'on souhaite forte à terme avec le TER. Ces 2 transports de masse réunis, mis en service à l'horizon 2019, permettront d'offrir une capacité supplémentaire en
transport public de l'ordre de 25%, les chiffres que je viens d'annoncer. Alors, c'est important parce que quand on regarde les caractéristiques des déplacements des Dakarois, nous générons 7,1 millions de déplacements par jour. Il faut retenir que 80% de ces déplacements sont réalisés en transport public, malgré la contre-performance de ce mode. Vous le connaissez, pour le moment, c'est constitué d'Aftou, du petit train de banlieue, de Car Rapide et Ndiagandiaye. Il faut surtout s'intéresser à la voiture particulière, qui connaît aujourd'hui une croissance forte, qui congestionne les réseaux et qui nous coûte globalement, si on se réfère à l'étude de la Banque mondiale de 1999, 100 milliards de francs CFA par an. La part modale de ce mode-là n'est aujourd'hui que de 10%. Si notre croissance se maintient, à la fois économique et démographique, il faut imaginer que dans moins de 20 ans, ce chiffre-là serait multiplié par 10. Imaginez Dakar avec une telle situation de congestion. C'est pour cela que la vision du chef de l'État, mise en œuvre par le ministre en charge des Transports, est de jouer sur deux leviers. Renforcer l'offre de transport public, ce qui permettra d'infléchir la courbe de croissance de l'automobile, et jouer sur le rééquilibrage des fonctions urbaines avec un aménagement fort vers l'Est en y offrant des résidences et des emplois, ce qui permettra de rééquilibrer les flux entre les besoins de déplacement pour les services, pour les emplois et pour les activités annexes. D'accord. Est-ce que maintenant vous avez arrêté une date ou des dates pour le début des travaux et la fin également de ces travaux? Alors, il faut retenir deux dates repères. Nous allons maintenant rentrer dans la phase mise en œuvre avec un accompagnement parfait, quasi parfait, avec la Banque mondiale, AFC, de l'expertise internationale. Nous avons mené toutes les diligences, ce qui nous a permis 120 jours avant de donner à la Banque mondiale tous les documents qui étaient nécessaires. La prochaine étape, il faut retenir que la libération d'emprise pour ce projet déclaré d'utilité publique est prévue pour fin 2017. Ensuite, la mise en service. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour arriver au même horizon que le TR, courant 2019, avec un réseau complètement restructuré et des efforts que nous devons encore poursuivre à fournir avec nos autorités pour le renouvellement complet du parc de Car Rapide et Ndiagandiaye, en offrant une qualité de service meilleure pour le rabattement qui permettra de garantir le niveau de fréquentation qu'il faut au TR et au BRT, et c'est là où se situe le rôle de l'autorité organisatrice des transports urbains. Le CETUD. Voilà, M. Ibrahim Thierno Birahim Aou, je vous remercie d'être venu nous parler de ce projet révolutionnaire, il faut le dire quand même, de bus rapide transit que vous conduisez en tant que directeur général du CETUD. Merci. Je vous remercie. Voilà. Dans le reste du journal, l'Agence nationale des affaires maritimes qui a organisé une rencontre de partage. C'était à Foundiougne. L'objectif est de faire une communication sur le dragage complémentaire du chenal d'accès au port de Ndahonga. L'infrastructure, depuis sa réception en 2015, fait face à des difficultés. Claire Diop. Réunion d'information et de partage sur le dragage complémentaire du chenal d'accès au port de Ndahonga à Foundiougne dans la région de Fatick. L'infrastructure a été réceptionnée en 2015 par le chef de l'État et depuis le démarrage de l'exploitation du port tarde à être effective. Et pour cause, la présence d'un haut fond de sable constaté. Il s'est constitué après le dragage de la première section du bras de mer Saloum, ce qui rend dangereux tout accostage au quai. Nous avons eu la mauvaise surprise de voir un ripage imprévu, un ripage sédimentaire imprévu, juste à côté du quai. Et l'emplacement n'est pas, il faut le préciser, la précision de l'emplacement n'est pas inutile, parce que si le ripage sédimentaire s'écoule entre le chenal principal et le quai,
le quai devient de ce fait inutilisable et dangereux. Instruction est donnée à l'ANAM, Agence nationale des affaires maritimes, d'effectuer les diligences nécessaires pour un dragage complémentaire. Il sera réalisé sur une largeur de 240 à 165 mètres au pied du quai du port de Ndakhonga. Le dragage va commencer, les études de bathymétrique ont été faites, vraiment tout est prêt. La drague est en route, elle sera là, mais une fois qu'elle est là, il faudra faire des assemblages. Donc une drague n'arrive pas et qu'on se mette à draguer immédiatement. Il faut préparer la drague. Donc tout cela fait que vers le milieu du mois prochain, la drague sera prête et pleinement opérationnelle. 1,49 milliard de francs CFA est déboursé par l'État du Sénégal pour la réalisation de ce projet. Les délais d'exécution des travaux sont de 8 semaines. Suite à l'accident de Bettenty qui a fait 21 victimes, un programme spécial île est déroulé. Il s'agira de sécuriser les activités fluvio-maritimes de pêche et de transport artisanaux, mais aussi d'installer des infrastructures appropriées pour l'exploitation de leur potentialité économique. Kandialang, Djibok, Belfort, Crapaud, ce sont là quelques quartiers de Ziguinchor qui vont changer totalement de visage grâce au programme de modernisation des villes Promoville. Les travaux vont bientôt démarrer. Ils prennent en charge le volet voirie, assainissement, éclairage public d'un coût de 2,7 milliards. Le programme va aussi renforcer la création d'emplois et des formations sont prévues à cet effet. Moussa Mané. Ziguinchor fait partie des 10 villes choisies pour cette première phase du programme de modernisation des villes, ce qui montre la place accordée à la ville par l'État du Sénégal. Au nom des populations, Abdoulaye Baldé a tenu à saluer les efforts du président de la République, un projet qui concerne plusieurs quartiers périphériques. Et donc ça va être un projet structurant qui va nous permettre de désencaver la périphérie de notre ville, qui va donner un autre visage à la périphérie de notre ville et qui va contribuer vraiment à embellir la ville. D'un coût de 2,7 milliards de francs CFA, le programme prend en compte plusieurs composantes. Il s'agit du développement d'infrastructures, l'aménagement, l'appui aux collectivités locales, la gestion du programme. On va beaucoup insister sur l'aspect assainissement pour pouvoir en tout cas augmenter la durée de vie de l'ouvrage qu'on va laisser. C'est pourquoi on va beaucoup insister sur l'aspect éclairage, mais aussi il y a des aménagements paysagers qui seront en tout cas prévus. Une autre composante du programme concerne le volet emploi des jeunes. À ce niveau, 131 jeunes seront formés au métier des BTP et autres pour la maintenance des ouvrages. Et il s'agit de renforcer cette composante en mettant en place des centres de maintenance, des petites entreprises composées de jeunes qui seront formés pour assurer cet entretien dans la ville de Ziguinchor. Pour la réalisation de ce programme, la mairie de Ziguinchor et la Géroute vont signer une convention pour l'entretien des ouvrages. Les autorités administratives s'engagent donc à les accompagner. Un challenge pour nous, pour la municipalité, en termes notamment d'entretien et de maintenance des ouvrages. Nous, pour ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner à prendre en charge les engagements qu'il va prendre à travers cette convention. Après la réalisation de cette première phase, une deuxième phase d'un montant de 12,3 milliards sera mise en œuvre. Elle va toucher plusieurs quartiers, mais aussi les villes de Bignona et Oussouye. Faire bénéficier à 5000 jeunes d'une formation professionnelle gratuite. Les accompagner ensuite pour trouver du travail dans les PME. C'est l'objectif du partenariat entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et la Direction des petites et moyennes entreprises. Les deux parties ont signé une convention d'Amsila. La signature de cette convention officialise le partenariat entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et la Direction des petites et moyennes entreprises. Elle permet aux deux structures de collaborer pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage et l'emploi. Pour le développement du capital humain et la valorisation des ressources humaines de qualité, dont l'un des meilleurs instruments demeure la formation professionnelle et technique. Ce partenariat donc s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique du gouvernement, marquée par des ruptures qui permettront d'inscrire le Sénégal sur une stratégie et une trajectoire de développement.
La convention va permettre à 5000 jeunes de bénéficier d'une formation professionnelle gratuite. Pour la première phase, 300 jeunes seront formés au métier de la boulangerie. L'option de mettre l'accent sur les petites et moyennes entreprises dans notre politique se trouve être justifiée par le fait que les PME constituent aujourd'hui la base de notre tissu économique et le moteur de notre croissance. Ainsi, les résultats du recensement général des entreprises montrent qu'elles représentent près de 99,8% du tissu des entreprises, dont 81,8% d'entrepreneurs et une prédominance du secteur informel avec 97% des unités recensées. Elles contribuent à hauteur de 30% du PIB, occupent 60% des emplois du secteur moderne et ne représentent pourtant que 30% de la valeur ajoutée des entreprises et 30,4% de chiffre d'affaires global. La cérémonie de signature de la convention est organisée en marge de la clôture du Salon de l'artisanat de Dakar. Des diplômes ont été remis à cette occasion aux participants les plus distingués. Je vous le disais aussi dans les titres, c'est parti pour le dépôt des listes pour les élections législatives du 30 juillet prochain. Les partis et coalitions ont jusqu'au 30 mai pour passer devant la commission. En ce premier jour de dépôt, les candidats se font encore désirer. La commission de réception des dossiers de candidature n'a encore reçu aucune liste. Ibrahim Ndong. Vide. Ce couloir renseigne à suffisance sur l'ambiance à la direction générale des élections. Dans la salle de réception des candidatures, la commission attend encore. À l'heure où nous parlons, effectivement, nous n'avons pas reçu de liste. Toutefois, les dispositions sont prises. Il y a un dispositif qui est en place, prêt à recevoir vraiment toute demande de candidature. Certes, pas encore de liste déposée, mais des coalitions de partis se sont présentées pour la notification de leur formation politique. Je suis venu vous notifier le nom de la coalition que je dirige. Ils m'ont présenté donc les documents afférents donc aux différentes formalités que toute coalition ou bien tout parti politique. Précision. La notification ne concerne que les coalitions de partis. Mais il est impossible de déposer sa liste sans pour autant au préalable passer à la caisse des dépôts et de consignation. Sur place, les visiteurs ne manquent pas. En tant que parti légalement constitué à une élection, j'étais venu déposer donc effectuer la première étape du dépôt des listes, qui est le dépôt de la caution. Ça devrait se faire ici donc au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Et je peux dire que ça s'est relativement bien passé. L'accueil a été des plus chaleureux. Ils viennent d'abord pour décliner leur qualité de mandataire. Alors, une fois que cette qualité est déclinée, donc il y a le chèque, qui est un chèque de banque. Alors ce chèque de banque est déposé. Nous, dans un premier temps, ce que nous délivrons, c'est une quittance qui confirme qu'effectivement il y a un chèque de banque qui a été déposé dans nos guichets. Mais l'attestation en elle-même n'est délivrée que lorsque le chèque lui-même fait l'objet d'un encaissement effectif, qui peut aller de 24 à 72 heures. À la caisse des dépôts et de consignation, les horaires ont été même réaménagés, l'objectif étant d'améliorer les services durant toute la période de dépôt des cautions. Nos locaux sont ouverts de 8h à 19h sans interruption pour pouvoir permettre justement aux uns et aux autres de venir remplir cette formalité. Alors, deuxièmement, quand ils viennent ici, ils sont accueillis dans un espace aussi strictement réservé pour leur permettre de ne pas perdre de temps, mais aussi de pouvoir déposer leur chèque dans des conditions de sécurité maximales. La réussite de l'organisation des élections, un défi pour les autorités. Un guide a même été confectionné pour mieux accompagner les candidats. C'est un guide qui est à la disposition donc, des mandataires, de toutes les parties prenantes. Et je crois que même un communiqué avait été fait à l'époque pour demander aux gens de passer au niveau de notre structure qui est chargée de cet aspect, de la direction de la formation et de la communication, pour retirer le dit guide qui est encore disponible et qui permettra à tous les mandataires de bien appréhender les différentes étapes. En ce premier jour des dépôts des listes pour les législatives, ce n'est pas encore le grand rush. Mais ici, toutes les dispositions sont prises pour un déroulement du processus électoral. Les intéressés sont donc attendus jusqu'au 30 mai à minuit. 75 000 tonnes de semences seront subventionnées cette année par l'État du Sénégal, dont 55 000 de semences certifiées et 20 000 de semences écrémées. L'information vient de la réunion annuelle des semences qui a